Honorable Jabu. Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. Je pense que le ministre Toussaint a omis ou a confondu que le début de la campagne électorale pour l'élection partielle, c'est le 13 novembre et pas aujourd'hui. Monsieur le vice-président, je dois quand même rafraîchir la mémoire au ministre Toussaint quand il est venu prétendre dans cette chambre que le Parti travailliste a appauvri les pauvres, le terme qu'il a lui-même utilisé. Je voudrais juste le rappeler que c'est sous le gouvernement travailliste que le ministère de l'intégration sociale a vu le jour, ministère lui-même qui est en charge de l'injustice et de corriger ces injustices sociales. Encore oublié. Monsieur le vice-président, le rôle de l'opposition est d'émettre, de donner son opinion, de formuler ses critiques, n'en déplaise à certains. Ça peut faire mal aux oreilles, mais la critique peut être désagréable, monsieur le vice-président, mais elle est comme la douleur pour le corps humain, elle est nécessaire. Elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. Lors de mon premier discours en 2015, je disais... Take your seat. You know what are the rules here. When somebody is having the floor, you should not cross in front of that person who is speaking. Please. You can resume your speech now. Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. Lors de mon premier discours, monsieur le vice-président, comme je vous le disais, en 2015, je disais la chose suivante. Critiquer dans le vide n'a pas de sens. Critiquer sans pouvoir comparer en ce qui a été promis et réalisé n'est pas productif. Nous le ferons en temps et lieu, et je concluais en 2015 en vous souhaitant à toutes et à tous bonne chance. Malheureusement pour notre pays, monsieur le vice-président, la chance n'a pas suffi. Nous n'avons eu cesse, pendant ces 5 dernières années, d'essayer de recadrer ce gouvernement, en tentant de lui faire comprendre qu'il faisait fausse route. Les qualificatifs attribués aux différents budgets parlent d'eux-mêmes. Des budgets qualifiés de menti-menti, des budgets qualifiés d'insuffisants, de ras du sol, de réchauffés, et j'en passe. Mais cela n'a pas suffi. Ce gouvernement était constant dans l'erreur de sa stratégie budgétaire et constant dans son incapacité à transformer ce pays en profondeur. Après 2 premiers ministres, ou un et demi, 2 ministres des Finances, 2 présidents de la République, peut-être même 3, qui sait. Après 10 démissions, après une série de scandales sans précédent qui ont terni notre image, tant au niveau national qu'international, le démembrement ou la nationalisation de la BAI, qui aura coûté la bagatelle de 19 milliards de roupies aux contribuables. Tout simplement parce que vous avez appliqué un remède plus grave que la maladie elle-même. Un jour, d'ailleurs, nous devrons faire la lumière sur toute cette histoire et identifier les vrais responsables. Cette fameuse Heritage City, cité érigée à la gloire du ministre Mentor par celui qui voulait être calife à la place du calife. Après cette négociation catastrophique de l'accord du DTAA avec l'Inde, par encore une fois, celui qui voulait être calife à la place du calife. On en rit beaucoup aujourd'hui, mais il fut un temps où celui qu'on le nommait KGB en faisait trembler plus d'un. Alors que nous sommes à quelques semaines des Jeux des îles, nous avons déjà gagné une médaille d'or avec le coup du stade de Côte d'Or. 1 milliard? Non. 2,3 milliards? Non. 3,4 milliards? Non. Finalement, 4,6 milliards, monsieur le vice-président. Et après, on nous arrose à la sauce We Mean Business. Le pire, monsieur le vice-président, est que rien n'est prévu pour ce stade après les Jeux. Il va coûter une fortune à maintenir. Et aucune, je le dis, aucune analyse, aucun business plan n'a été fait pour savoir comment rentabiliser cette structure après les Jeux des îles. Après des moments où ce pays a vécu les pires instants de son histoire politique, après une série d'arrestations arbitraires qui ont touché
les dirigeants de ma formation politique, le chef du Parti travailliste, le leader du Parti travailliste en particulier, ainsi que le chef de file du Parti travailliste à l'Assemblée nationale, sur des provisional charges farfelus. Cela me rappelle une citation de John Locke. Là où le droit finit, la tyrannie commence. Après tout cela, que restera-t-il? Que va se rappeler le gouvernement? Que va se rappeler le peuple dans 10 ans de ce gouvernement? Les peuples à la tête de ce pays. Juste un arrière-goût de promesses électorales non accomplies, un arrière-goût de promesses électorales non réalisées et une traque de ses adversaires politiques acharnés. Monsieur le vice-président, nous ne sommes plus à l'heure du bilan, car les carottes sont cuites pour ce gouvernement, nous sommes à l'heure du constat. Alors, quel est ce constat? Essayons de voir ce qui a été promis par ce gouvernement et ce qui a été vraiment réalisé. La promesse d'une croissance soutenue, forte, de 5,5% a été un mirage à défaut d'être un miracle. Le constat est le suivant, 3 et quelques poussières de pourcentage sur les 5 dernières années. Monsieur le vice-président, qu'est-ce que la croissance? La croissance, c'est ce socle de richesse de demain. La croissance, c'est ce formidable élan, ce mouvement de toutes les forces d'un pays dans un désir d'avancer ensemble, de progresser, d'innover, de réformer, de transformer. Alors, est-ce que cet élan a vraiment eu lieu? Monsieur le vice-président, il n'y a pas eu d'élan. Au contraire, nous avons stagné. On ne se mesure plus au meilleur de la classe. On se compare au plus mauvais. On se gargarise sur une performance de moins de 4% de croissance. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment font les autres. Et pas besoin d'aller très loin. Allons juste à côté. Allons en Afrique. Jetons un petit coup d'œil à l'Afrique, à nos voisins africains pour lesquels nous étions un modèle de prospérité, un modèle sur lequel tout le monde regardait. Monsieur le vice-président, voici la liste produite par la Banque mondiale. Un récapitulatif sur les 10 dernières années de cet indicatif qui est la croissance. Et qu'est-ce qui nous indique? Quel est le pays qui a réalisé une croissance soutenue pendant les 10 dernières années? Premier en Afrique, l'Éthiopie, 9,5%. Est-ce que Maurice est deuxième? Non. Rwanda, 7,4%. Est-ce que Maurice est troisième? Non. Ghana, 7,3%. Est-ce que Maurice est quatrième? Non. Côte d'Ivoire, 6,6%. Est-ce qu'on est cinquième? Non. Tanzanie avant, Maldives avant, Niger avant, Djibouti, Zimbabwe, Democratic Republic of the Congo, Burkina Faso, Guinée, Kenya. Mais où est-ce que nous sommes, monsieur le vice-président? Derrière le Mozambique? Non, le Mozambique est avant nous. Le Togo est avant nous. Le Sénégal est avant nous. L'Ouganda est avant nous. Le Sierra Leone, la Zambie, le Botswana, le Bénin, les Seychelles, le Cameroun. Monsieur le vice-président, nous sommes aujourd'hui le 32e pays en Afrique en termes de croissance, le 32e pays en Afrique, et on se gargarise de grands résultats. Madame, monsieur le vice-président, le constat parle de lui-même. Haute promesse non tenue. Au chiffre mirobolant de la création de 20 000 emplois, qu'en est-il? La réalité est tout autre. L'honorable Outim a tenté de vous le démontrer. Mais les chiffres qu'il a produits sont en fait les chiffres réels. Nous avons produit moins de 2000 emplois parce que nous devons tenir en compte le nombre de personnes qui sont parties à la retraite. C'est mathématique, c'est simple. Donc là aussi, vous avez failli. À la dette publique, je voulais répondre à l'honorable Farda qui disait la chose suivante. We need loans for a country. Of course we need loans, Mr. Farda, in as much as we can service the debt. Address the chair, Honorable Jabu, please. Thanks. I'm sorry, Mr. Deputy Speaker. La dette publique, Monsieur le Vice-président, le challenge était de descendre sous la barre des 60% du produit intérieur brut. Mais nous sommes encore très loin du compte. Et c'est sans compter sur les projets de métro léger, du stade de Côte d'Or, ainsi que les projets de logement. Si nous incluons ces dotations budgétaires dans le budget, nous dépassons les 70%. Et qu'a fait ce gouvernement pour tenter d'équilibrer le budget ces dernières années? A-t-il généré plus de richesses? A-t-il moins dépensé? A-t-il mieux géré comme on aurait fait comme tout bon père de famille? Non, monsieur le vice-président. Nous avons demandé de l'aide à nos pays amis pour payer notre mauvaise gestion.
Et désormais, nous voulons utiliser les réserves de la Banque centrale, quitte à mettre le pays à genoux. Monsieur le vice-président, il est important de dénoncer la tentative d'utiliser les fonds de la Banque centrale afin de réduire ce déficit, car ce serait fragiliser la capacité d'intervention de cette institution dans le cadre d'une crise majeure. Le peuple attend de ce gouvernement une gestion saine de l'économie, une réforme en profondeur, une gestion en bon père de famille, rigoureuse, pas l'utilisation des fonds de notre Banque centrale qui pourrait mettre ce pays à genoux. Essayons de dresser un parallèle. Tentons de simplifier cet exercice qui est celui d'utiliser les fonds de la Banque centrale pour éponger une dette. Monsieur le vice-président, c'est l'histoire d'un foyer, de familles, comme il en existe des milliers, qui travaillent, qui consomment, qui font des emprunts pour leur logement, pour l'éducation de leurs enfants. Ils épargnent pour les jours difficiles et placent un petit peu d'argent sur un compte sur lequel on ne doit pas compter, sur lequel on ne doit pas toucher, que l'on conserve pour les jours difficiles, pour sa retraite, en cas de difficultés majeures. Mais le foyer est toujours dans le rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut plus emprunter aux institutions financières. Il emprunte à la famille, comme nous avons emprunté à nos pays amis. Mais voilà qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Comme nous, plus aucune institution internationale nous prête de l'argent. Nous sommes obligés d'avoir recours à nos pays amis. Que fait-on? On pique dans la réserve. Cet argent, monsieur le vice-président, c'est la réserve pour les temps durs. Et c'est cet argent que vous utilisez aujourd'hui. Et au lieu, pour cette famille, de réduire son train de vie, de travailler plus pour gagner plus, que font-ils? Que faites-vous? Vous puisez dans cet argent pour éponger le train de vie. Monsieur le vice-président, l'utilisation de ces fonds est compromettante pour les générations futures. Une autre promesse, monsieur le vice-président, concerne l'investissement direct, une autre promesse non tenue. Sur un investissement direct de 28 milliards qui avait été annoncé, seulement 16,5 milliards ont été réalisés sur la période 2015-2018. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que 70% de cet investissement va vers la construction simplement. C'est de l'investissement qui percole très peu dans l'économie, de l'investissement qui est très peu productif. L'investissement ne peut pas aller que vers ce secteur, ce n'est pas souhaitable à long terme, monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, ce gouvernement avait fait d'une de leurs priorités les petites et moyennes entreprises. L'annonce avait été même faite que ce secteur serait l'épine dorsale de notre économie. Mais la réalité est que ce secteur est aux abois et qu'il est de plus en plus difficile d'entreprendre dans ce pays, surtout pour les petits entrepreneurs. Le secteur textile, quant à lui, vit des heures bien sombres. 5000 emplois perdus. Les derniers fleurons de ce secteur sont dans le rouge et on délocalise. Et jamais n'avons-nous connu tant de fermetures d'usines. Jamais. Le secteur est aussi en détresse. Quant à l'agro-industrie, monsieur le vice-président, le néant est total. 25 000 roupies pour une année pour ceux qui plantent. Encore, rien pour ceux qui veulent relancer leur plantation ou se diversifier. Monsieur le vice-président, l'usine de Médine a fermé. Il se murmure qu'un autre opérateur est plus que dans le rouge. On pourrait même se retrouver avec seulement 2 usines dans un avenir proche. Quant au tourisme, monsieur le vice-président, c'est là aussi une grosse source d'inquiétude. Le tourisme représente aujourd'hui une part importante du PIB et une source d'emploi forte. Et le constat est effrayant. Pour une fois, tous sont unanimes. Tous ont pris position. Tous les opérateurs, le président de l'ARIM, l'actuel secrétaire de l'ARIM et l'ancien secrétaire de l'ARIM, M. Sen Ramsamy. Et que dit M. Ramsamy, monsieur le vice-président? Il dit la chose suivante, et je le cite. À la question qui lui est posée, doit-on jeter le blâme sur le Brexit ou les gilets jaunes? Ou y a-t-il d'autres facteurs qui ont provoqué cette baisse? Et sa réponse est, on a trouvé de beaux prétextes. Il y a certainement plusieurs facteurs qui expliquent cette baisse. Sachez d'abord que le problème lié au Brexit et aux gilets jaunes ne s'applique pas qu'à Maurice. Toutes les destinations du monde sont concernées par l'incertitude en Grande-Bretagne et l'instabilité et la crise sociale en France. Si ces 2 facteurs avaient un impact négatif sur Maurice, les autres destinations similaires n'auraient pas fait de belles récoltes touristiques. Monsieur le vice-président, notre île paradisiaque est à la traîne, avec moins 4,6% sur l'Angleterre.
moins 11% sur la Suisse, moins 7% sur la Turquie, moins 6% sur la Réunion, moins 3% sur l'Afrique, moins 9% sur l'Inde, moins 12% sur l'Australie. Et les Seychelles, plus 25% sur la Grande-Bretagne, 12% de plus sur la France, 36% sur la Suisse. Les Maldives, 11% sur la Grande-Bretagne, 28% sur la France, 56% sur l'Afrique du Sud. À la question que le journaliste reposa à M. Ramsamy, le ministre du Tourisme, Anil Ghayan, ne semble pas s'inquiéter de cette baisse et parle d'une croissance de 3,6%. Êtes-vous optimiste? M. Ramsamy répond « Je ne peux être positif pour l'avenir d'un secteur que j'ai aidé à bâtir nuit et jour pendant 34 années. Il suffit de voir le nombre d'hôtels en vente sur le marché et comprendre l'ampleur de la situation. » Ceci dit, au-delà des problèmes internes et externes, notre industrie du tourisme souffre surtout d'un manque aigu de leadership éclairé et de vision. C'est les propos de M. Ramsamy. Madame, Monsieur le Vice-président, tout a été dit dans l'interview de M. Ramsamy. Tout a été dit. Et dans ce budget, bis repetita, on augmente le budget de la MTPA, on le passe à 530 millions, on favorise le statu quo et l'incompétence à la MTPA. Monsieur le Vice-président, il aurait fallu donner ces millions à Air Mauritius, donner 500 millions à Air Mauritius, laisser-les baisser le coût du billet et les résultats auraient été beaucoup plus intéressants. Monsieur le Vice-président, Statistics Mauritius a effectué un sondage en 2005 et 2017 sur l'état de l'environnement. Ce sondage est révélateur. En 2015, 41% des touristes attribuaient la note excellent à Maurice sur l'environnement. En 2017, ce pourcentage a chuté à 19%. Notre île est devenue une île poubelle. Il n'y a plus un seul endroit qui est épargné par le dumping sauvage. La gestion du dossier de notre environnement est notre seul atout. Malheureusement, le ministre Sinnatambou a tout été simplement une catastrophe. Il y a pire que ça, Monsieur le Vice-président. À l'item de la sécurité, la baisse de confiance est de 50% et de plus en plus alarmante. 10% de nos touristes qui viennent chez nous ne veulent pas recommander notre île. Monsieur le Vice-président, il y a aussi une arithmétique qui est infaillible. Si le prix du billet est fort, le nombre de touristes qui visiteront le pays va chuter. Et je vais vous démontrer ce soir quelque chose. Le prix du billet départ Paris, aujourd'hui, départ Paris rendu Maurice, 1 385 €. Départ Paris rendu Réunion, 803 €. Départ Maldives, 1 000 €. Un delta de 300, presque 400 € par billet. C'est mathématique, Monsieur le Vice-président. Si le prix du billet est aussi cher, les touristes ne viendront pas. Quant à la formation hôtelière, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Vice-président, tous les grands groupes ont leur propre académie. Le groupe Constance, le groupe Beachcomber. Savez-vous que tous les étudiants qui sortent de l'école hôtelière, ce Gaëtan Duval, doivent être reformés par ces académies parce que le niveau n'est pas à la hauteur. Monsieur le Vice-président, tous les ingrédients sont là. Personnes incompétentes à la tête de nos institutions, environnement dégradé, pollué, souillé, formation et services en berne, sérieux problèmes de sécurité dans le pays, prix d'un billet d'avion totalement déconnecté avec nos compétiteurs. Un ministre du Tourisme qui n'a pas son mot à dire sur l'accès aérien, sur l'environnement, sur la sécurité, sur la formation, puisqu'il est du ressort du ministre de l'Éducation de décider de la formation touristique. Monsieur le Vice-président, tous les ingrédients sont là pour un crash. Je l'ai dit au début de mon mandat, Monsieur le Vice-président, la croissance va venir de l'informel, des gîtes, des tables d'hôtes, des appartements. Il y a actuellement 5000 chambres qui sont mises sur le marché. Et c'est là que viendra la croissance. Et dans ce budget, il n'y a absolument rien dessus. Monsieur le Vice-président, quant à ma circonscription, notre circonscription, cette belle circonscription de la savane Rivière Noire, quel désert en matière de réalisation par ce gouvernement. Quel désert. Pas un seul projet significatif, pas un seul hôtel n'a vu le jour. Face à la souffrance des habitants de Chemin-Grenier pour une connexion routière qui aurait permis le développement de ce village,
Rien. Face à la souffrance des habitants de Chemin-Grenier pour un nouveau bazar, après plus de 4-5 interpellations, Monsieur le Vice-président, toujours rien. À l'angoisse des habitants de Rivière-des-Galets, face à la montée des eaux et la dégradation du littoral et le projet de relocalisation des habitants derrière, rien. Bel-Homme, face au problème de flooding, rien. Face au stress que représente le trafic routier dans l'Ouest, rien. Face à ma demande pour un bypass à Matala pour soulager ceux qui se rendent dans le Sud, rien. À Bambou, face à des centaines de gens qui attendent leur permis de construction, car ces derniers sont bloqués à cause d'une concasseuse, rien. À mes demandes pour un police station à Bassin-Palma, rien. À ma demande pour un community center à Rivière-Noire, rien. À ma demande pour que la baie de Tamarin soit déclarée un sanctuaire de dauphins, rien. Pour que l'île de Bénitier ait un management, rien. Pour désenclaver Chamarel avec un accès routier correct, rien. Monsieur le vice-président, Monsieur le vice-président, c'est avec une grande tristesse que nous constatons que ce qui avait été promis il y a 5 ans n'a pas été réalisé. Une grande tristesse pour notre pays. Je l'ai dit à maintes reprises au début de mon mandat. Je souhaitais la réussite de ce gouvernement car je souhaite le meilleur pour mon pays. Malheureusement, nous avons eu le pire. La politique sur le zéro plastique est un échec cuisant. C'est même une farce. Tous les détaillants utilisent encore le plastique. Le constat de tous les Mauriciens est unanime, notre île est une poubelle. La lutte contre les drogues synthétiques est un échec flagrant. La population est devenue l'otage de gangs, de trafiquants de toutes sortes. La situation du law and order, la drogue, la déliquescence de notre société est terrible. Et malheureusement, le ministre Mentor n'a rien fait. J'ai beaucoup d'amitié pour le ministre Gaillan, mais force est de constater que le tourisme ne s'est jamais porté aussi mal avec lui à la tête de ce ministère. J'ai le plus grand respect pour nos aînés, l'honorable Kounjou, mais force est de constater qu'il a fait le mandat de trop. Rien, absolument rien n'a été fait dans le secteur de l'Océanie économique. Rien, aucune réalisation en 5 ans, aucune perspective pour ce secteur. Je pourrais continuer sur ce constat, sur l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Monsieur le vice-président, nous sommes à l'aube de nouvelles élections générales. C'est la dernière fois que j'interviens en marge des débats budgétaires. Pour finir, monsieur le vice-président, le pays mérite un nouveau départ, un nouveau souffle, un nouveau dynamisme, une nouvelle vision et surtout une nouvelle équipe. L'incompétence de ce gouvernement, l'EPEP, est désormais indiscutable. Malheureusement, cette incompétence va être payée par l'ensemble des Mauriciens et les générations futures. Heureusement que cette incompétence se paye aussi dans les urnes. Vivement les prochaines élections générales.